16 mars 2024, c'est parti pour un circuit de 12 jours en Namibie. Le départ a lieu en fin de journée de Paris-Charles de Gaulle avec une escale à Francfort, puis un vol de nuit en direction de la capitale namibienne Windhoek où nous arrivons en tout début de matinée. Avant de commencer, quelques mots sur la Namibie. Le pays est situé au sud-ouest de l'Afrique sur la côte atlantique et est en grande partie désertique. Il a une superficie de 825 000 km² et n'est peuplé que d'environ 2 800 000 habitants. Pour donner une idée, cela correspond en France au nombre d'habitants du seul département du Nord qui sera réparti sur un territoire grand comme 1,5 fois la France, c'est-à-dire la très faible densité de population. Après un aperçu du circuit sur cette carte, les 20 personnes du groupe embarqueront dans un véhicule de brousse aux dimensions XXL. Nous quittons l'aéroport de Windhoek, perdu au milieu de nulle part, et nous partons plein nord en direction d'Otjiwarongo pour une étape de 280 km. Le paysage traversé est légèrement vallonné et plutôt verdoyant. Il faut dire que nous nous trouvons à 1700 mètres d'altitude. Le repas du midi est pris dans un restaurant à l'ombre dans la petite ville d'Okaanja, avec au menu de l'oryx, une antilope de grande taille. Après le repas, la visite d'un marché artisanal situé de l'autre côté de la route est au programme. C'est l'occasion pour nous de lâcher nos premiers dollars namibiens fraîchement échangés. Au niveau de la monnaie, le rand sud-africain est également court dans le pays, à parité avec le dollar namibien. Les vendeurs proposent toutes sortes d'objets en bois sculptés. On y trouve des animaux, des masques, de la vaisselle en bois, etc. Nous reprenons notre route à travers un paysage désormais très plat, avec une terre ocrée et où notre attention est attirée par la présence de très nombreuses termitières dans la savane. Nous arrivons en fin d'après-midi au lodge, ce qui nous permet de nous reposer après une nuit passée dans l'avion, suivie d'une journée dans le camion de brousse. Ce soir, repas aux chandelles romantiques. Eh ben non, c'est à cause d'une panne de courant. Au matin du deuxième jour, nous quittons Otjiwarongo, ville de 40 000 habitants, pour nous rendre plus au nord, en direction du parc national d'Etosha, pour une étape d'environ 200 km. Nous passons devant une attraction de la ville, cette locomotive numéro 41, fabriquée en 1912 et en service jusqu'en 1960. Comme la veille, nous traversons un paysage plat avec de longues lignes droites, avec parfois comme ici, un troupeau au bord de la route. Nous faisons étape dans la petite ville d'Audjo, dont voici quelques images, ceci pour le ravitaillement en eau crucial avec la chaleur. Nous aurons en effet souvent en journée au cours de notre séjour des températures comprises entre 35 et plus de 40 degrés à l'ombre.
Nous arrivons vers midi au lodge à proximité du parc Etosha. L'endroit propose de très belles prestations avec cet ensemble de piscines. Après le repas, nous prenons possession de nos chambres en bungalow avec un confort et un équipement irréprochable, comme on peut le voir ici. Dans le jardin, on trouve des arbres et des cactus dont il vaut mieux ne pas s'approcher de trop près, ça pourrait piquer. En milieu d'après-midi, nous partons pour le parc national d'Etosha pour un safari de fin de journée. À peine entrés dans le parc, nous pouvons déjà observer ce petit troupeau d'impala. Puis, un peu plus loin, nous croisons cet oryx reconnaissable à ses longues cornes bien droites. L'oiseau qui essaie ici de se camoufler est une outarde. Au milieu de ce paysage grandiose, nous avons la chance de voir cette girafe qui mène tranquillement sa vie. Nous faisons un arrêt à Okokwejo, lodge situé à l'intérieur du parc Etosha, où notre guide Malia espère nous faire observer des animaux venant s'abreuver au point d'eau situé à proximité. Nous y verrons quelques impalas et des oryx. Nous repartons ensuite dans le parc où l'orage menace au loin, donnant au paysage une lumière et une atmosphère extraordinaires. Ici, nous voyons nos premiers zèbres. Ce ne seront pas les derniers tant il y en a dans le parc. Et là, nous avons la chance incroyable de tomber sur une fierté de lion en chasse. Devant, une lionne s'avance en éclaireuse, tapie dans la savane, car elle a repéré un troupeau de zèbres de l'autre côté de la piste. Nous avons pu assister à l'attaque, mais les zèbres sur leur garde ont été les plus rapides et ne seront pas au menu des lions ce soir. Les autres membres de la Fierté, qui est le nom donné à un groupe de lions, attendent tranquillement en retrait et seront donc au régime ce soir. Le roi des animaux, le lion mâle dominant de la Fierté, arrive lui après la bataille, d'une manière très nonchalante. Nous quittons le parc au coucher du soleil et rentrons au lodge où le personnel nous gratifie d'un spectacle de chant traditionnel. Ce matin du troisième jour, réveil matinal à 5h30, le programme de la journée étant un safari en 4x4 dans le parc national Etosha.
Ici, Malia avec un des chauffeurs de 4x4. Les premiers animaux rencontrés sont ces impalas, puis ce troupeau de gnous. Après une pause, nous pouvons voir un springbok, gazelle au pelage brun et blanc, très fine et très rapide, pouvant atteindre 110 km/h en vitesse de pointe et de faire des bonds de 4 mètres de hauteur. En fait, au milieu de ces immenses étendues, des springboks, il y en a partout. Ici, nous pouvons voir un groupe d'écureuils de terre prêts à se réfugier dans leur terrier. Et là, c'est un varan que nous pouvons observer. Au fond, dans ces buissons, les os blancs sont les restes d'un squelette d'éléphant. Ici, un court arrêt pour regarder cette girafe en train de brouter la cime des arbres hauts. Nous nous déplaçons sur une piste en terre avec de la tôle ondulée, et contrairement à ce que l'image stabilisée de la caméra nous montre, nous sommes très secoués dans les 4x4, surtout sur l'essieu arrière. Nous faisons un autre arrêt près d'une mare où viennent boire les animaux, et effectivement, nous pouvons voir de nombreux impalas, springboks, zèbres et même 2 phacochères, sortes de sangliers africains. Nous reprenons la piste pour nous rendre à un autre point d'eau, et là nous avons la chance de pouvoir y observer quelques animaux sauvages qui viennent s'abreuver, comme ce grand koudou, antilope de grande taille, mais aussi ce troupeau de zèbres. Mais l'animal qui attire le plus notre attention est cet éléphant solitaire venu boire et faire un brin de toilette. Nous reprenons la piste toujours autant secouée, avec ici une autruche solitaire. Le paysage est changeant, avec des portions plantées d'arbres de taille moyenne et des portions dénudées avec des buissons d'herbes hautes. C'est dans ces endroits à découvert que nous trouvons les animaux les plus représentés, les zèbres et les springboks. Ils préfèrent sans doute ces espaces dégagés car cela leur permet de voir arriver leurs prédateurs de loin.
En parlant de prédateurs, soudain, nous passons devant des buissons où j'aperçois en une fraction de seconde les yeux d'un lion dissimulés dans ses fourrés. Arrêt du 4x4. Le lion sort de sa cachette et nous constatons qu'ils sont en fait 3 lions camouflés dans les buissons à seulement quelques mètres de la piste. Nous restons un bon moment à les observer de près, mais cette séquence montre que le danger est parfois à quelques mètres de nous sans le savoir. Nous repartons sur la piste, avec ici cet outard de Cory qui est l'un des oiseaux les plus lourds du monde, et là une famille de chacals dans la savane. Un peu plus loin, c'est un troupeau de zèbres que nous croisons, suivi d'un autre troupeau de gnous. Nous nous approchons maintenant d'un point d'eau beaucoup plus important que les précédents, et nous avons la chance d'y observer un nombre impressionnant d'animaux. Il y a d'abord cette girafe majestueuse au loin, ses springboks, et au fond, ses zèbres et ses gnous. Nous restons un long moment à regarder ces animaux sauvages évoluer dans leur milieu naturel. Le spectacle est magnifique et on ne s'en lasse pas. Nous continuons notre route et cette fois c'est un groupe d'autruches que nous croisons, avec des mâles au plumage noir et des femelles au plumage gris. Il est maintenant l'heure de se restaurer et le plat du jour sera de l'impala. Après le repas, nous reprenons la piste, mais avec la chaleur, les animaux se font plus rares. Nous ne rencontrons quasiment que des zèbres ou des springboks. Les autres animaux font la sieste à l'ombre. Je vais en profiter pour dire quelques mots sur le parc national d'Etosha. Créé en 1907, ce parc couvre aujourd'hui environ 23 000 km², soit presque 3 fois la Corse. Il est l'un des plus importants parcs d'Afrique et abrite des centaines d'espèces de mammifères, d'oiseaux et de reptiles. Le sol est très salin, d'où sa couleur blanchâtre, et explique également le fait que la végétation ait du mal à se développer à certains endroits. Nous voyons ici un messager sagittaire, rapace plus connu sous le nom de serpentaire et capable de parcourir plus de 30 km par jour dans la savane pour chasser ses proies. Le paysage est ici parfaitement plat, avec seulement quelques acacias solitaires qui découpent l'horizon de cette savane aride.
Justement, au pied d'un de ces grands acacias, on a pu y observer ces deux lions qui se reposent à l'ombre de l'arbre, laissant passer les heures chaudes de la journée. Ces lions ne semblent pas du tout gênés par notre présence. Nous arrivons maintenant au bord du Pan d'Etosha. Cet immense désert de sel d'une superficie de 4800 km² est situé au cœur du parc Etosha et est l'une des plus grandes salines d'Afrique à la saison des pluies. La journée se termine et c'est enchanté par ce safari dans le parc Etosha que nous rentrons au lodge, en passant par Okokwejo et avec encore quelques photos d'animaux croisés sur notre route. Le seul petit regret sera de ne pas avoir pu voir de rhinocéros noir, animal emblématique du parc. En ce 4e jour de voyage, nous redescendons vers le sud-ouest pour un trajet d'environ 250 km et nous retrouvons les paysages de savane avec sa terre ocrée et ses nombreuses termitières. Au programme ce matin, la visite d'un village Himba. Les Himba sont un peuple d'éleveurs semi-nomades bantous, originaires de cette région de l'Afrique et voisins des Herero. Pourchassés et victimes d'un génocide par le colonisateur allemand au début du XXe siècle, ils se sont maintenant sédentarisés et vivent avec leurs troupeaux de vaches et de chèvres dans des villages comme celui que nous visitons aujourd'hui. Ici, notre guide Malia avec l'institutrice du village. Les femmes Himba s'enduisent le corps et les cheveux avec une pommade réalisée avec un mélange de graisse de vache et de poudre d'ocre, ce qui donne cette couleur rougeâtre à leur peau et leur permet également de se protéger du soleil et des insectes. La tenue, comme les colliers ou les lanières aux jambes, ainsi que la coiffure de ces femmes, ont une signification en fonction de leur situation et du nombre d'enfants qu'elles ont eus. Parmi les femmes de ce village, on peut remarquer deux femmes Herero vêtues de robes colorées et avec une coiffe traditionnelle en forme de corne de taureau. Les Herero ont adopté les coutumes coloniales et portent des vêtements, contrairement aux Himba qui ont conservé leurs coutumes ancestrales. Les Himba vivent dans des villages aux cases rondes, disposés en cercle autour de l'enclos à bétail situé au centre du village. Ici, le feu sacré, relation entre les vivants et les morts, est sous surveillance constante et ne doit jamais s'éteindre. En fin de visite, nous sommes invités à faire quelques emplettes de produits artisanaux locaux, ce que nous faisons avec bon cœur, ceci permettant aux Himba d'en tirer un petit revenu. Après avoir salué le chef du village, nous repartons sous les yeux des enfants du village et de ce gardien de troupeau.
Nous reprenons notre route avec ses interminables lignes droites et nous arrêtons dans ce restaurant pour le repas du midi avec son serveur inattendu. L'endroit est typique et on peut y voir entre autres cette magnifique porte d'entrée en bois sculpté. Nous déjeunons à l'ombre sous ce préau, juste à côté de cet arbre qui abrite un grand nombre de nids de tisserands. Après le repas, nous poursuivons notre route. Le macadam a fait place à de la piste, qui reste cependant très roulante et les lignes droites sont toujours là. Le paysage devient progressivement plus vallonné. Nous entrons dans le Damaraland avec ses collines et ses petites montagnes d'origine volcanique. Quelques rencontres étonnantes sur la route, comme cet attelage avec une carriole immatriculée ou bien ce troupeau de chèvres sur la route. Nous arrivons au lodge en milieu d'après-midi et nous prenons possession de nos chambres, de petites maisonnettes au confort encore une fois irréprochable. Après avoir goûté aux joies de la piscine pour la plupart, nous grimpons en fin de journée sur un belvédère pour un apéro. Et pour assister au coucher du soleil sur la savane environnante, le spectacle est magnifique. Le matin de ce 5e jour, réveil matinal à 5h30. Nous avons une grosse étape de plus de 500 km avec essentiellement de la piste pour nous rendre à Walvis Bay sur la côte atlantique. La première visite concerne le site paléontologique de la forêt pétrifiée du Damaraland. Des arbres de la famille des pins ont été amenés ici par des crues gigantesques il y a 280 millions d'années. Recouverts par une épaisse couche de sédiments, ceux-ci se sont transformés en roches et ont été mis à nu par l'érosion au fil du temps. Certains troncs mesurent jusqu'à 30 mètres de long. On trouve ici également cette plante endémique, la Welwitschia mirabilis, d'où voici un exemplaire mâle et un autre femelle, et qui peut vivre jusqu'à 2000 ans. Ici, le guide du parc nous fait une démonstration de langue click, utilisée notamment par les bushmen. Après cette visite, nous reprenons notre route dans cette région vallonnée du Damaraland sur des pistes en bon état, ce qui nous évite d'être trop secoués. Le paysage est semi-désertique et offre une belle variété de panoramas. Nous faisons plus loin un nouvel arrêt pour la visite du site archéologique de Tweefelfontein où nous sommes accueillis par cet écureuil de terre pas franchement farouche. Sur ce site coulait autrefois une source et cette eau précieuse dans cette région désertique attirait des groupes de chasseurs-cueilleurs à cet endroit. Ceux-ci ont dessiné et gravé dans la pierre ces superbes représentations d'animaux de la savane. Ces gravures rupestres datent d'environ 6000 ans et sont dans un état de conservation remarquable, comme on peut le voir sur ces images.
Après ce bond émouvant de 60 siècles en arrière, nous poursuivons notre route à travers ce très beau paysage qui varie au fil des kilomètres parcourus. Une petite vidéo pour montrer que la piste n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Le massif granitique devant nous est le massif du Brandberg, qui abrite le Königstein, point culminant de la Namibie avec ses 2573 mètres d'altitude. Sur le bord de la piste, nous voyons de temps à autre des habitations sommaires avec des femmes Imba, et même ici un petit marché artisanal. On voit aussi régulièrement des cabanes avec des mannequins habillés en femmes héros, visant à faire s'arrêter les touristes. Nous faisons une pause pour le repas du midi dans ce restaurant perdu au milieu de nulle part. L'endroit est bien entretenu, il fait une chaleur écrasante et nous sommes heureux de déjeuner à l'abri du soleil sous cette période par environ 40 degrés à l'ombre. Après le repas, nous continuons notre route en direction de la côte et nous entrons progressivement dans le nord du désert du Namib, le plus vieux désert du monde dont l'origine remonte à 55 millions d'années. Avec ses 1500 km de long et sa largeur comprise entre 80 et 160 km, il occupe une superficie de 81 000 km². Nous nous sentons bien petits dans cette immensité. En fin de journée, nous atteignons la côte de l'Atlantique Sud, appelée la côte des squelettes, l'occasion pour certains d'entre nous de tremper les pieds dans l'eau en face de cette épave de chalutier dont le capitaine n'a pu éviter le naufrage. Après cette halte, nous longeons la côte vers le sud pour atteindre notre destination du jour, Walvis Bay, où nous resterons 2 nuits dans cet hôtel très confortable. Nous sommes sur la côte et la température a très nettement baissé au coucher du soleil. Le 6e jour du voyage débute par un petit tour sur la plage pour voir ces flamants roses. La matinée est ensuite consacrée à une croisière dans la baie de Walvis Bay sur le Lady Victoria. Au cours de cette croisière, nous sommes censés voir des otaries et des dauphins. Pour les otaries, pas besoin de les chercher, l'une d'elles monte carrément sur le bateau pour le bonheur des passagers. En fait, il y a beaucoup d'otaries, même sur cette bouée, et sur ce banc de sable au large, on peut observer une colonie de plusieurs dizaines d'individus.
Nous avons aussi la visite de plusieurs dauphins. Et soudain, une baleine à bosse est signalée à proximité. Nous avons bien pu la voir, mais difficilement la photographier, car quand elle sortait de l'eau, ce n'était jamais là où on l'attendait. Vers midi, un buffet nous est proposé avec du soi-disant champagne local, titre largement exagéré car ce vin est en réalité plus proche de la clairette de Die. Sur le retour, une otarie suit le bateau. Nous sommes impressionnés par la vitesse de cet animal qui va essayer en vain de monter sur le bateau, probablement trop fatigué par sa course-poursuite. Après cette sortie en bateau et un petit tour de quartier à pied, nous embarquons dans des 4x4 pour une sortie cette fois dans les dunes de sable vers Sandwich Harbour, avec un arrêt en chemin pour regarder ces flamants roses. La piste dans le sable côtier est roulante et les véhicules dépassent allègrement les 100 km/h. Nous avons une petite sensation de rallye. Ici, un arrêt entre dune et océan. L'escalade de la dune se tente, mais celle-ci est très pentue, et un coup de main est nécessaire pour les derniers mètres. La vue du haut de la dune est superbe, on a bien fait de faire l'effort pour grimper jusque-là. Pour la descente, c'est plus facile, n'est-ce pas Nathalie ? Nous quittons le littoral et nous roulons maintenant au milieu des dunes, avec parfois des pentes importantes. Et il faut toute l'expérience des chauffeurs pour ne pas rester plantés dans le sable. Nous arrivons ici au sommet d'une dune avec un panorama et une vue exceptionnelle sur le littoral. Après quelques photos pour immortaliser cet endroit superbe, place à la descente. Et ça descend bien, comme on peut le voir sur ces images.
Et allez, encore une descente. Et encore une autre, mais cette fois, le chauffeur devant nous n'a pas bien négocié son virage et est bien planté dans le sable. Après quelques manœuvres, il s'en sort. Les passagers n'auront donc pas à passer la nuit dans les dunes. Un arrêt est prévu pour un apéro au milieu du désert, moment original et très sympa. En soirée, nous remontons dans la fraîcheur de Swakopmund pour un excellent repas dans un restaurant situé au-dessus de la mer au bout d'une longue passerelle en bois. Le matin du 7e jour, nous partons tôt de Walvisbay par un temps plutôt frais et brumeux, pour un trajet d'environ 250 km à travers le désert du Namib. Nous faisons un premier arrêt à un point de vue qui domine la vallée de la Lune, étendue montagneuse désertique qui servit de décor au film Mad Max Fury Road sorti en 2015. Ce paysage minéral magnifique vieux de plusieurs millions d'années aurait toutefois mérité un meilleur ensoleillement pour faire ressortir les couleurs de roches de grès et de schiste. Au bord de la piste, on peut voir de temps à autre ces étonnantes plantes millénaires, les Welwitschia mirabilis, qui n'ont besoin que de très peu d'eau pour vivre. La rosée matinale leur suffit. Nous sommes maintenant en plein désert du Namib, mais qui dit désert ne veut pas dire sable à perte de vue. Les paysages sont variés, avec une alternance de sable et de rocailles, avec parfois quelques arbres qui arrivent à pousser dans cet environnement hostile. Nous voyons aussi parfois quelques animaux, comme les springboks que nous venons de croiser, ou bien ces autruches dont on se demande comment elles font pour survivre ici tant il n'y a rien. Au fond, nous apercevons les premiers massifs montagneux de la chaîne du Nakloft. Et là, nous arrivons à hauteur de Quiseb Canyon, formation géologique au schiste plissé, à travers laquelle la rivière Quiseb a creusé un important canyon que l'on peut voir ici.
Un peu plus loin, nous franchissons le tropique du Capricorne et un certificat nominatif individuel nous est remis pour marquer le passage de cette ligne imaginaire. Nous reprenons notre route dans un paysage de plus en plus désertique où il n'y a rien à des kilomètres à la ronde. Sauf ici, une arche qui annonce l'entrée vers une piste qui nous emmène dans un restaurant complètement perdu au milieu de rien. Après des kilomètres sur cette piste, nous arrivons pour le repas du midi à un restaurant qui ressemble à beaucoup d'autres, sauf que celui-ci est complètement perdu en plein désert. Après le repas, nous poursuivons avec en toile de fond le massif montagneux de la chaîne du Neckloft qui se rapproche, avec ses roches au ton bicolore. La couleur du sol change aussi, la terre devient de plus en plus ocrée. Parfois, au bord de la piste, nous voyons comme ici des habitations complètement coupées du monde. Là, des oryx à l'ombre d'un des rares arbres, il fait encore autour des 40 degrés aujourd'hui. Nous arrivons maintenant à un endroit qui porte bien son nom, Solitaire. Il s'agit d'un lieu-dit agrémenté par de vieilles carcasses de véhicules en tout genre, lui aussi complètement paumé en plein désert. Les habitants de ce lieu ne sont pas dérangés par les voisins. L'endroit comprend une petite église, un lodge, une station essence, une épicerie, une boulangerie et c'est tout. Mais c'est le strict nécessaire en ravitaillement pour les voyageurs qui passent ici sur cette piste du désert. Cette voiture ne fait pas partie des carcasses, je vous rassure. Nous repartons pour encore quelques dizaines de kilomètres pour atteindre notre lodge qui offre un confort remarquable quand on sait qu'il est lui aussi situé au milieu de rien. Voici la vue de la porte de ma chambre, une allée, une barrière et derrière le désert à perte de vue. Les fourmis ont une belle taille ici comparée aux nôtres. Un temps libre en fin d'après-midi permet à chacun de vaquer à ses occupations en attendant le soir, où nous avons un magnifique lever de lune sur le désert. Ici aussi, le personnel nous gratifie de quelques chants traditionnels. Et là, un scorpion pas du tout effarouché par notre présence. Ce matin du 8e jour réveille à 4h30. Ça pique un peu, mais nous ne le regretterons pas tellement cette journée sera mémorable au niveau des paysages sublimes que nous allons voir. Nous nous rendons dans le parc national du Namib Neckloft, visiter les dunes du Sossusvlei et le site exceptionnel de Deadvlei. Nous arrivons sur le site au lever du jour, et déjà nous pouvons voir du camion de magnifiques dunes à la couleur orangée de chaque côté de la piste. Nous changeons de véhicule pour prendre des 4x4 où il vaut mieux bien s'accrocher avec les secousses.
Après quelques kilomètres dans ce décor unique magnifié par les rayons du soleil rasant du matin, nous arrivons au point de départ d'une randonnée dans les dunes. 3 options sont proposées pour rejoindre le site fabuleux de Dead Vley. Soit y aller de plein pied, soit escalader Little Daddy, une dune qui culmine à environ 130 mètres, ou escalader la fameuse Big Daddy que nous voyons tout au fond et qui culmine à 375 mètres. La majorité du groupe choisit l'option Little Daddy et avec Nathalie, Jean-Charles et Estelle, nous décidons de nous mesurer à Big Daddy. Pour vous laisser imaginer ce que nous sommes en train de vivre, nous sommes dans le plus vieux désert du monde, 55 millions d'années, et nous sommes en train d'escalader une des plus hautes dunes du monde, la mythique Big Daddy. L'ascension se passe bien pour mes camarades. C'est un peu plus laborieux pour moi, mais en gérant mon effort, je monte à mon rythme et réussis à atteindre le sommet finalement sans trop de soucis. Ici en bas, c'est Dead Vley, le fameux lac asséché. Nous progressons sur une crête de sable et il vaut mieux ne pas tomber ni d'un côté ni de l'autre car la pente est tellement raide qu'il faudrait faire de gros efforts pour remonter. Nous arrivons au sommet et de là nous avons une vue somptueuse avec d'un côté Dead Vley et de l'autre un océan de sable à perte de vue. Nous marquons le coup avec quelques photos de la fine équipe au sommet de Big Daddy avant de redescendre un peu par une autre crête. La pente pour descendre vers Dead Vley est assez prononcée et chacun y va de sa technique. Debout en essayant de ne pas se laisser entraîner par la pente ou sur les fesses, ça marche aussi. Arrivés en bas de la dune, nous faisons nos premiers pas sur ce lac asséché mythique à la surface bien croûtée. On a l'impression d'être comme des cosmonautes en train de marcher sur la Lune. La couleur de la dune tranche avec la blancheur du sol argileux et on en prend vraiment plein les yeux. La majeure partie de la surface du lac est nue et au fond se trouvent quelques dizaines d'arbres morts. Ces squelettes d'acacia morts sur le lac blanc, avec les dunes en toile de fond, donnent à ce site un caractère grandiose et presque magique. Nous sommes subjugués par la beauté de ce lieu. Ce lac s'est formé il y a environ 900 ans par le débordement d'une rivière voisine, et des acacias ont poussé dans cette oasis en plein désert. Mais l'alimentation en eau a été coupée par le déplacement des dunes. Le lac s'est ainsi retrouvé asséché et les acacias sont morts. Nous rentrons au point de départ par la première option, une marche d'une vingtaine de minutes de plein pied. Après un passage à ces toilettes du désert, nous reprenons l'étape Q, enfin les 4x4, pour rejoindre l'entrée du parc.
Nous marquons ici un arrêt devant la dune 45, aussi connue que Big Daddy et ainsi dénommée car elle se situe à 45 km de l'entrée du parc. Après avoir retrouvé notre camion, nous repartons en direction de Sesriem Canyon. Ce canyon, creusé par la rivière Tsaoshab, a une profondeur à cet endroit d'une trentaine de mètres. La rivière est à sec une grande partie de l'année et nous pouvons descendre au fond de ce canyon où un groupe de touristes allemands teste l'acoustique du lieu. La gorge est plus ou moins étroite selon les endroits et nous profitons de l'ombre et de la fraîcheur relative pour faire une photo de groupe sous la direction de Malia. Nous prenons ensuite le chemin du retour au lodge avec sa vue sur le Naukluft. Quelques animaux, dont cet oryx et ses gnous, sont croisés en cours de route. Arrivés au lodge, nous avons la visite de cette famille de phacochères qui se balade tranquillement parmi nous. En soirée, nous prenons un pot tous ensemble, avec comme la veille ce magnifique lever de lune sur le désert. En ce 9e jour du voyage, nous quittons le désert du Namib pour nous diriger plein est vers Marienthal, aux portes du désert du Kalahari. Le départ est à 9 h. Nous avons le temps de faire le tour du lodge et de prendre des photos à l'arrière de la propriété des falaises rougeoyantes avec les premiers rayons du soleil du matin. Après cette dernière photo prise de la porte de ma chambre, nous prenons la route et tombons rapidement sur un groupe de 4 girafes à l'allure gracieuse. Nous nous arrêtons ensuite à Solitaire pour le ravitaillement quotidien en eau, élément indispensable avec cette chaleur. Nous sortons du désert du Namib, le paysage est moins désertique et nous pouvons rencontrer un peu plus d'animaux, comme ces oryx. Wow, magnifique. Les zèbres de montagne. Un peu plus loin, nous avons la chance d'être escortés pendant un bon moment par ces 5 zèbres de montagne, cousins des zèbres de plaine et qui, grâce à un cœur plus gros, sont capables de vivre dans un environnement escarpé et en altitude. Sim,
Nous nous éloignons du Naukluft. Les paysages deviennent plus plats et nous traversons comme ici de nombreuses rivières à sec. Là, nous tombons sur un petit troupeau de chevaux sauvages de Namibie, leurs ancêtres domestiques ayant été rendus à la vie sauvage il y a quelques décennies lorsque les Allemands ont été chassés du pays par les Sud-Africains. Nous arrivons maintenant à Maltawe, petite ville de 2400 habitants perdue au milieu de nulle part. Peu de monde dans les rues par cette chaleur. Nous nous arrêtons dans un endroit où nous sommes accueillis par les Nama, ethnie de la région ayant une tradition pastorale d'éleveurs de bétail. Ils vont nous proposer pendant une petite heure un spectacle de chant et de danse traditionnel avec en préambule l'hymne national namibien. Les Namas sont reconnaissables à leur peau plus claire et à la face écrasée de leur visage. Le repas du midi sera pris dans la continuité du spectacle. Nous repartons ensuite toujours vers l'est, avec ici cet étonnant nid de républicain social construit sur un poteau électrique. La terre devient rouge, nous nous approchons du désert du Kalahari. Arrivés au lodge en fin d'après-midi, nous prenons possession de nos chambres. Comme à chaque fois, le confort est au rendez-vous avec un standing largement au-dessus des standards du pays. L'arrière de nos chambres donne directement sur la savane. Nous partons ensuite en fin de journée pour un safari aux portes du Kalahari. Nous nous arrêtons pour une photo de groupe près de cet arbre qui porte plusieurs nids gigantesques. Ce sont les plus grands nids du monde et sont l'œuvre du républicain social, un oiseau de la taille d'un moineau.
En fait, ces nids sont des immeubles d'oiseaux et possèdent une multitude de chambres avec chacune son entrée comme on peut le voir ici. Nous rencontrons plus loin ces deux girafes qui se déplacent toujours avec élégance. Là, ce sont des zèbres que nous voyons, et un peu plus loin, nous retrouvons des termitières. Il n'y en avait pas dans le désert du Namib. L'ambiance dans le 4x4 est détendue et nous arrivons à l'endroit prévu pour un apéro aux portes du fameux désert du Kalahari, rendu célèbre en 1980 avec le film Les dieux sont tombés sur la tête. Le Kalahari fait environ 900 000 km², soit 11 fois plus que le désert du Namib qui est déjà immense et pas loin de 2 fois la France. Il est à cheval sur 3 pays, la Namibie, l'Afrique du Sud et le Botswana. Et c'est dans ce désert que vivent les Bushmen. La vue est somptueuse et une séance photo souvenir s'impose devant ce décor de rêve. Qu'est-ce qu'on attend tous ici? Eh bien, ceci, le coucher du soleil sur le Kalahari. Pas besoin de décrire notre émotion devant ce spectacle de la nature, c'est juste extraordinaire. Les images parlent d'elles-mêmes. Et ce n'est pas fini. À peine l'astre du jour disparu à l'horizon devant nous, nous avons derrière nous l'astre de la nuit, la lune qui se lève à son tour sur ce décor de rêve. Un seul mot, fabuleux. La nuit tombée, nous rentrons au lodge sur une piste pas vraiment lisse. Dixième et dernier jour du voyage. Nous prenons en effet l'avion du retour ce soir. Un petit tour matinal dans les jardins du lodge, puis un solide petit déjeuner, et c'est parti pour la route vers le nord et la capitale Windhoek. Nous quittons peu à peu les paysages semi-désertiques et retrouvons les paysages verdoyants aux abords de Windhoek, qui se situe à 1700 mètres d'altitude. Windhoek compte presque 500 000 habitants, soit à elle seule pas loin de 20% de la population namibienne, ce qui explique que nous n'avons pas croisé grand monde pendant notre circuit. Nous partons à la recherche de l'église luthérienne de Windhoek, construite en 1907 et symbole de la ville. À proximité se trouve le musée de l'Indépendance. Une rencontre improbable avec deux octogénaires allemands vivant en Australie et en vacances en Namibie va nous apprendre qu'on peut monter au 4e étage du bâtiment, d'où nous avons une belle vue sur la ville. On ne s'en prive pas. Et nous sommes récompensés avec effectivement un beau panorama sur Windhoek et cette belle vue plongeante sur l'église luthérienne située au milieu d'un rond-point. En redescendant, nous visitons rapidement le musée de l'indépendance de la Namibie, obtenu en 1990 au prix de rudes combats et de beaucoup de sang, comme c'est malheureusement souvent le cas. Ici, une statue de Sam Nujoma, premier président de la République de Namibie. Nous voyons d'ailleurs beaucoup de statues aux abords de ce musée. Après avoir retrouvé le groupe, nous prenons une dernière fois notre camion XXL qui nous emmène à l'aéroport. Un petit mot pour remercier notre chauffeur David, toujours souriant et serviable sur les 3000 km parcourus pendant notre circuit. Merci vraiment pour tout, David.
Une dernière photo du groupe, une autre avec ce lion et ce guépard empaillés, et c'est parti pour le vol retour pour Paris via Francfort, comme à l'aller. Bye bye Nabibi.